Alors, vous avez dû entendre le petit mot. Nous enregistrons ce Lunch and Learn et on le passe en replay pour les gens de la communauté pour l'instant. Voilà, si vous voulez pas qu'on voit votre visage et votre nom, vous coupez votre caméra et vous modifiez votre nom. Sinon, par défaut, on considère que vous donnez votre accord. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes l'association La Fraise de l'économie circulaire. J'imagine que vous n'êtes pas venu ici par hasard. On organise ces Lunch and Learn environ une fois par mois pour mettre en avant des initiatives circulaires qui font du sens et qui nous plaisent bien. Alors, ce pas des initiatives citoyennes, des initiatives d'entreprises petites et grandes ou des académiques. Et on est ravis d'avoir de plus en plus de gens intéressés par ces initiatives. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Vincent Rigal, qui est le CEO et cofondateur de Circular Place. Et donc, on va le laisser se présenter, nous présenter ce qu'ils font chez Circular Place. Comme indiqué, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat et puis on aura un temps de partage vers plutôt la fin de l'intervention. Bonjour Vincent. Bonjour, merci pour l'invitation et plaisir partagé que d'être avec vous ce midi. Est-ce que tu me Super. poses des questions? Est-ce que je me mette à pitcher? Comment tu imagines les choses? Écoute, de toute façon, on le fait de façon le plus informelle possible. Ce qu'on te propose, c'est que tu nous parles de ce que vous faites. Je pense aussi que l'historique de la création, des difficultés rencontrées, et tout sera super intéressant pour nous. Et puis, on laissera les questions se faire petit à petit. Très bien. Alors, chez Circular Place, on Stop share. accompagne les entreprises dans le réemploi de leurs ressources. On a quatre grandes thématiques, une première et qui se succèdent. Donc, on a une première thématique qui est une thématique de réemploi en interne, où on propose des solutions qui permettent le partage et la mutualisation des ressources. On s'adresse plutôt à des organisations décentralisées qui pourraient avoir des besoins d'identification, de qualification et de mise en partage de leurs ressources. À côté de ça, si on ne trouve pas preneur en interne, on va aller chercher des solutions en externe. On va d'abord favoriser la vente dans l'optique de valoriser au mieux les assets détenus par les entreprises. Donc, on va proposer des produits de seconde main majoritairement, même si on traite aussi les invendus et les retours clients. On va avoir ensuite des possibilités de dons à des associations. On a des entreprises qui ne souhaitent que donner, qui ne cherchent pas à revaloriser les produits, considérant qu'ils ont été amortis et que dans une logique bien pensante, il vaut mieux les donner. Et enfin, pour les produits qui n'auraient pas trouvé preneur sur la partie dons, on a la possibilité d'orchestrer du recyclage. Et là, on va les mettre en relation avec des acteurs de valorisation matière dans un premier temps et dans un second temps avec les éco-organismes en charge de leurs produits. Voilà pour vous dépeindre un petit peu ce qu'on fait. Donc nous, on est éditeur de solutions SaaS et on fournit à la fois d'un côté une interface pour une entreprise de manière à orchestrer le réemploi de ses équipements et de l'autre côté une marketplace qui va gérer l'ensemble des interactions avec les tiers, que ce soit des acquéreurs, des associations ou des organismes de recyclage. Voilà, on a un calculateur d'impact qu'on a co-développé avec l'ADEME qui nous permet de nous assurer que tout ce qui se passe sur notre plateforme est vertueux. On va mesurer trois choses. La première, c'est la non-destruction d'un produit. La deuxième, c'est la non-reproduction de ce produit puisqu'on lui offre une seconde vie. Et enfin, on va y ajouter le transport si toutefois la remise en main propre n'était pas possible. Et on va obtenir des kilos de CO2 évités et on va classer l'ensemble des réponses sur notre plateforme en fonction de ce calcul d'impact. Et donc, effectivement, les kilos de CO2 évités en premier, on va maximiser les kilos de CO2 évités en premier et ensuite, effectivement, on affichera les opportunités les moins vertueuses. Voilà pour vous dépeindre un petit peu ce qu'on fait. Euh, Au-delà de ça, on accompagne surtout des grands comptes aujourd'hui. Même, c'est pas qu'on souhaite pas adresser la problématique des plus petites entreprises, mais c'est plus complexe à gérer et il y avait effectivement moins de récurrence. Et donc, on a préféré travailler avec des grands comptes. Pour vous donner un exemple, on travaille avec le groupe Sodexo et on opère pour 5500 de leurs sites une plateforme de réemploi de manière à favoriser la mutualisation des ressources en interne, ce qui permet d'éviter aujourd'hui de faire l'acquisition d'un grand nombre de produits. Je prends souvent l'exemple du Karcher. Il faut savoir qu'avant, sur chaque site, dans le cadre du facility management, Sodexo était amené à déployer des Karcher.
Et en fait, le Karcher, c'est vraiment le produit par excellence qui sert très peu de temps. Le taux d'utilisation d'un Karcher, c'est 2 heures par an pour nettoyer un parking, par exemple. Et il n'y a aucune utilité à détenir un Karcher. Et donc, nous, au travers de nos plateformes, on favorise l'usage. Et donc, ils vont avoir la possibilité d'emprunter aux voisins le Karcher de manière à l'utiliser sur la plage de temps nécessaire. Je vois qu'il y a des mains qui commencent. Ah non, c'est des applaudissements, excusez-moi. Tu vois, c'est bien. Alors, rien que Et, pour réagir sur le taux du Karcher, nous, on utilise très souvent dans la fresque le chiffre de la perceuse, le taux d'utilisation de la perceuse qui est de 13 minutes sur sa durée de vie. Mais ça y est, on a un nouvel exemple grâce à toi. On pourra parler le taux d'utilisation du Karcher, qui est un petit peu mieux, mais encore très très loin. Euh, je vais juste réagir sur un point. Votre offre, elle est systématiquement en marque blanche, donc elle est fermée sur un périmètre donné. Vous avez une solution aussi qui est ouverte à tous. alors, effectivement, on a l'approche ouverte à tous, qui est la marketplace, où là, Ouais. effectivement, il y a la possibilité de proposer ces produits. Effectivement, la marque blanche, pour nous, c'est un moyen de générer du récurrent, c'est ce que j'expliquais, et Ouais. les grands groupes étaient plus sensibles aux obligations de la loi AGEC, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il est interdit de jeter sans avoir préalablement cherché à réemployer. Et par conséquent, toutes ces entreprises avaient la nécessité de trouver des solutions pour pouvoir favoriser le réemploi et à minima valider qu'ils n'avaient pas d'opportunité au moment où ils ont été amenés à recycler. Donc, au travers de la plateforme, je ne l'ai pas dit, mais on fournit des certificats à loi AGEC. Que dit la loi? Elle interdit donc de recycler sans avoir préalablement obtenu 3 refus d'association. C'est ce que permet effectivement notre solution, puisque les associations vont être amenées à candidater sur les différents lots proposés. Et si effectivement on a 3 refus, donc c'est 3 marques de non-intérêt, si vous voulez, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Ok, super intéressant par rapport à ça. Quelle est la répartition entre l'activité que vous avez en tant que marketplace et l'activité que vous proposez en marque blanche? C'est une répartition équilibrée et laquelle est la plus en croissance en fait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous, on a un gros focus pour accompagner des grands groupes, parce que Ouais. c'est là aujourd'hui que on voit les gisements les plus pertinents et puis on a l'ambition à un moment de mettre tous ces gens-là ensemble pour avoir la possibilité de se partager des produits. Et puis c'est plus facile d'embarquer largement et on a beaucoup plus de récurrence. Voilà, pour être transparent avec vous, on va dire qu'une petite entreprise, elle va avoir des besoins ponctuels et pas forcément le budget aussi pour souscrire à nos plateformes, là où un grand groupe, il y a une politique d'entreprise, une politique RSE, et donc nécessairement une envie et un engagement qui est nettement supérieur. Et donc aujourd'hui, effectivement, la part de nos clients, ça va plutôt être du 80-20 entre grands groupes et petites entreprises sur les flux. Et ensuite, sur les exutoires, c'est là que c'est intéressant de regarder plutôt, je pense. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir à peu près 30% de nos produits qui vont être revendus sur la plateforme, 60% qui vont être donnés et 10% qui vont être recyclés. Donc, c'est-à-dire qu'au travers de notre plateforme, on permet d'éviter le recyclage de 90% des produits qui sont proposés. Super intéressant. Vous avez essayé de quantifier ces 90% en termes d'émissions carbone, d'empreinte matière? Alors, on l'a fait pour la plupart des produits. Je vais être transparent avec vous. On est sur les bases ADEME. Ouais. Et donc, on a travaillé avec Impact CO2, qui s'appelle maintenant Impact CO2, mais avec les équipes de Romain, et les équipes de Madame Gouttière aussi à Angers, pas mal, sur la constitution de ce calculateur. Mais il y a des données qui sont assez parcellaires, malheureusement, et sur certaines choses, on n'a pas tous les éléments. On parle en dizaines de tonnes aujourd'hui sur les volumes qu'on a été amené à traiter. Mais ça reste des données indicatives. Nous, on n'a pas prétention sur le résultat qu'on va fournir à nos utilisateurs d'avoir la vérité vraie. On va leur donner des indicateurs qui vont nous permettre de ranker et de donner une sensibilité au kilo CO2 évité pour chacune des transactions. Donc, par exemple, pour reprendre le cas d'une perceuse, quelle que soit la perceuse, malheureusement, ce sera le même chiffre. Et on sait que, en fonction des marques, ça peut varier du tout au tout. Il y en a qui sont plus ou moins éco-conçus, il y en a qui ont été produits en Chine, d'autres qui ont été produits en France. Donc, on n'a pas le même impact de production, on n'a pas le même impact Certes. de façon générale, mais on a été obligé effectivement de normer tout ça de manière à pouvoir offrir cette, on va dire, cette information de façon, on va dire, globalisée.
Est-ce que, comme nous, tu sens un engouement fort dans ces dernières années sur le développement de ce genre de solutions, sur l'économie circulaire, alors, à la fois poussé par le côté législatif, évidemment, mais est-ce que tu sens un engouement des entreprises et une prise de conscience de l'importance des ressources? Est-ce que c'est marquant dans votre activité? Ah, moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'économie circulaire. Ça peut Oui. paraître comme ça, mais effectivement, ça fait longtemps. Je... Les choses ont changé, très clairement. La perception que me renvoyaient les autres de mon métier il y a 15 ans de ça n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie circulaire est vue de façon très positive. Euh, voilà, on a le soutien d'énormément de personnes par rapport à ce qu'on est amené à faire. On œuvre pour quelque chose de positif, là où avant, c'était pas forcément perçu comme tel. C'était plutôt une activité de babacool. Excusez-moi l'expression. Mais, et on était très isolés au tout début, en tout cas pour ma part. Moi, j'étais dans le reconditionnement de mobile et c'était quelque chose où, quand on a commencé à capter les flux de téléphones portables, les gens les en mettaient dans les tiroirs sans même se poser la question de pourquoi il fallait potentiellement réemployer. Et aujourd'hui, on voit que le reconditionnement de téléphones portables s'est démocratisé. Et j'ai vu encore hier soir une publicité de Back Market, ce qui me laisse à penser que aujourd'hui, on est arrivé à un seuil de maturité sur cette typologie de produit qui est satisfaisant. Il y a encore énormément de choses à faire, hein. Je pense à tout un tas de secteurs qui pourraient aussi évoluer, et plus particulièrement au mobilier. On accompagne beaucoup de flux mobiliers, et aujourd'hui, il y a malheureusement encore trop peu de réemploi. En tout cas, il n'y a pas forcément les acheteurs pour. On va avoir des flux aussi par rapport à tout ce qui va toucher aux équipements techniques, où là, il pourrait y avoir une prolongation de la durée de vie, mais pour des raisons que j'ignore, souvent ces produits sont mis au rebut. Voilà, pour les segments qui pourraient le plus facilement être développés en seconde main. Et puis, il faut des acquéreurs sur la seconde main. C'est toujours pareil, hein. L'économie circulaire ne fonctionne qu'à partir du moment où on a en face des personnes intéressées à acquérir ces produits. Et peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore passé cette étape. La loi, c'est bien, ça a insufflé, on va dire, une énergie positive autour de l'économie circulaire. Commercialement, le prisme de la loi ne marche pas avec mes clients. Pour être tout à fait honnête avec vous, allez voir les clients en leur disant vous êtes en risque, vous pouvez prendre une amende. Alors nous, sur l'article 35 de la loi AGEC, c'est 15 000 euros d'amende par ligne d'écriture, donc c'est quand même conséquent. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, il n'y a pas eu de rappel à la loi, il n'y a pas eu d'amende. Et donc, si vous voulez dire au client qu'il est en risque, c'est quand même aminoré par ce prisme-là. Par contre, ce qui marche bien avec nos clients, c'est plutôt cette approche vertueuse, le fait d'avoir un ROI aussi. Je pense que il faut, dans l'inconscient collectif, on perçoit trop l'économie circulaire comme étant un coût. Alors qu'en fait, c'est aussi une opportunité commerciale pour des distributeurs, mais c'est aussi une opportunité pour l'entreprise de mieux organiser et de mieux profiter de ses assets. Et donc, en maximisant l'usage d'un équipement, je pense par exemple à Sodexo, ça permet de faire des économies d'achat. Et ça, c'est palpable. Pour l'entreprise, vous lui dites, on va t'accompagner et tu vas réduire de 10% tes achats d'équipement. Bah, tout de suite, on voit l'intérêt de s'engager dans l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, effectivement, s'il n'y a pas cette dimension économique, on va dire que le prisme RSE uniquement n'est pas suffisamment soutenable. En tout cas, les entreprises ont plus de mal à s'engager. Et c'est ce qui fait que des petites entreprises ont peut-être plus de mal aussi à aller vers ce type de solution. Tu parlais des réticences des acheteurs, donc des acheteurs entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour aller vers l'occasion et il y a ces freins là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de lever ces freins au niveau des acheteurs? Alors, quand on parle avec eux, souvent, ils nous parlent des problématiques de conformité. Ce qui Ouais. peut s'entendre. Aujourd'hui, la majeure partie des produits vendus en seconde main sont vendus en l'état. Et donc, ça constitue un risque parce que bah, il y a des problématiques de sécurité, de sûreté au travail qui vont rentrer en ligne de compte. Et il n'est pas entendable de prendre ce risque avec un collaborateur. Donc ça, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, il y a des programmes qui se mettent en place. Je pense à une initiative dans le CHR, Vesto, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, Ouais. Mhm. une entreprise qui reconditionne des équipements et qui va les garantir dans les mêmes conditions que des produits neufs. Donc aujourd'hui, dans le B2B, on voit arriver ce type de solution. On a aussi, je pense, un biais cognitif à penser parfois que la seconde main, c'est forcément moins bien qu'un produit neuf, alors que finalement, la réalité, c'est qu'on est là pour avoir un usage et non pas pour détenir une propriété. Donc,
un produit qui pourrait être arrivé et raflé, finalement, ce qui importe, c'est est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas et est-ce qu'il remplit le job qu'on pouvait en attendre. Je reprends un exemple de Vesto, mais un frigo qui serait rayé, certaines personnes pourraient être amenées à penser que le frigo serait moins bien qu'un frigo en parfait état. Pourtant, l'attente vis-à-vis du frigo reste de générer du froid et de maintenir des aliments voilà, en condition. Le point pour moi, il est plutôt biais cognitif et aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui ne le font pas. Après, là où c'est positif, c'est que aujourd'hui, 78% des Français en 2022 ont acheté ou vendu sur une plateforme de seconde main. Donc, ça laisse à penser qu'aujourd'hui, il y a un champ des possibles sur le marché du B2B et que voilà, il faut simplement accompagner ces acteurs de manière à avoir une plateforme qui leur offre des solutions. C'est la digitalisation qui a favorisé aussi le réemploi en B2C. Et donc, si la conscience collective est déjà prégnante, il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas au secteur B2B. Clairement, et on voit les mêmes freins sur le B2C et le B2B, hein. C'est à la fois l'attachement à la propriété, comme tu le dis, à l'image, la praticité. C'est-à-dire que si on ne sait pas où on va aller prendre, il faut se faire beaucoup d'efforts pour trouver les produits, ça va poser problème. Et c'est là où vous avez un rôle qui va faciliter ces démarches-là et qui peut les lancer. Je te propose de prendre quelques questions que je découvre en même temps que toi, hein, si j'y arrive d'ailleurs. Alors, il y a une pub qui est assez pas ça. Ouais, j'ai vu une question que je vais te partager, mais je suis désolée, elle n'a rien à faire avec son carte. Je vais de mon gros sinon. Avez-vous affaire avec des entreprises en lien avec le tourisme? Alors, le tourisme, on travaille avec Viparis, qui fait des événements plutôt organisés autour des salons et des foires. Euh, du tourisme en règle générale, je ne crois pas. On a des hôtels. Ça peut correspondre à du tourisme. Je ne sais pas ce qu'on entend par tourisme. Euh, Un peu mal, mais l'exemple, ne serait-ce que l'exemple que tu viens de citer est intéressant, hein, où là, on a, sur ce premier exemple, où on a une utilisation très temporaire des produits, et du coup, ça devient très intéressant, etc. Après, je crois qu'il y a une question qui concerne un peu plus sur ce que vous proposez. Tu nous as parlé pas mal de machines et d'équipements. Là, c'est quel genre d'assets, métaux, feuilles plastiques, outils? En gros, où est-ce que vous vous arrêtez dans les produits qui sont à disposition sur la plateforme? alors, aujourd'hui, on traite trois types de Ouais. ressources. On va avoir effectivement des matériaux, on va avoir des équipements et on va avoir des produits finis. Sur la partie matériaux, la plupart du flux va finir en revalorisation matière. C'est très rare qu'un produit issu d'une production puisse être utilisé dans l'état initial du produit. Souvent, c'est des produits semi-finis. Et donc, pour les rentrer dans un processus de fabrication, ça paraît complexe. Par contre, aujourd'hui, on travaille effectivement à développer du partage de ressources, de partage de matières entre différents industriels. On fait partie d'un programme qui s'appelle EIT Manufacturing. Je ne sais pas si ça parle à tout à chacun ou pas. Mais en gros, qui favorise l'économie circulaire et qui permet de mettre en musique, si vous voulez, différents acteurs industriels de manière à essayer de trouver des synergies sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, et ça va déclencher la deuxième question et sur laquelle j'ai envie de revenir aussi. Avez-vous pensé aux pôles industriels, les zones artisanales, les pôles techniques non mutualisées, etc. Dès que tu rentres dans des logiques plus locales, hein, de IT, etc. Donc, est-ce que vous pensez ouvrir votre public, votre cible à des approches locales, plus locales que quand vous êtes un grand groupe, etc., type Sodexo? Alors, nous, c'est la vision qu'on porte. Euh, Mhm. ma conviction, c'est que aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est avant tout une histoire d'impact et donc de territoire. Il n'est pas entendable aujourd'hui de déplacer des produits sur des dizaines de kilomètres pour pouvoir les réemployer. Nous, on pense que ça peut marcher à une échelle beaucoup plus petite et que il est envisageable de trouver dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres des solutions. On mène actuellement un projet pilote avec la métropole du Grand Paris sur la ville de Noisy-le-Grand, où là, on a 5000 entreprises et 1000 associations qu'on fait collaborer sur une plateforme qui leur est dédiée pour essayer justement de générer un maximum de synergie de façon très, très locale.
Et on voit que le projet prend, que ça marche, que les gens sont engagés. Alors, on a le soutien effectivement de la mairie qui œuvre énormément au déploiement de cette solution et on les en remercie. Mais on voit qu'à partir du moment où les acteurs du territoire se saisissent du sujet et accompagnent les différents bénéficiaires, les choses fonctionnent. On travaille aussi avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France au déploiement d'un programme dans le cadre du FEDER 2024 pour faire Allô. bénéficier à toutes les entreprises Ouais. du territoire. Oui. On va couper. Pour faire bénéficier à toutes les entreprises du territoire d'une solution Tu de as signé réemploi. Ah, si, Voilà. si, j'ai signé. Alors, tu vas dans la boîte. Anne, s'il te plaît, tu peux te mettre en mute parce que ça va nous prendre, nous, du temps pour y arriver. Voilà, parfait. Et Vas-y, donc, Vincent. on travaille effectivement sur ce projet. On a un très gros projet aussi lié aux Jeux Olympiques où on va être plateforme de réemploi pour plus de 700 000 équipements. Et dans ce cadre-là, on va avoir la nécessité de trouver des preneurs sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France. Et donc, si vous connaissez aujourd'hui des gens qui sont intéressés à acheter du mobilier sur la fin d'année prochaine ou d'acheter des équipements liés à la restauration, on est tout à fait preneur. N'hésitez pas à les router vers nous. On en reparlera. On n'hésitera pas. Tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai une question. Je débarque sur l'écran. Je me demandais à quel point vous arrivez à convertir des acteurs qui aujourd'hui sont plutôt offreurs sur la plateforme pour qu'ils deviennent aussi acheteurs en fait. À quel point les grands groupes, parce que c'est plutôt votre aujourd'hui ceux qui vous font l'offre, se mettent aussi dans une démarche où ils vont venir chercher chez vous le matériel dont ils ont besoin. Enfin, est-ce que vous êtes qu'un exutoire ou est-ce que vous arrivez à les convertir justement dans une pratique de réemploi à leur tour? Très bonne question. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique de leur vendre des produits. Déjà, l'idée, c'est d'aller capter leurs gisements pour pouvoir les proposer aux autres. Les processus d'achat dans les grands groupes sont particulièrement complexes. Et comme je vous l'expliquais, sur ces problématiques de conformité, ils sont particulièrement fermés. Et donc, le discours de leur dire qu'on va leur mettre à disposition une plateforme qui va leur permettre d'acheter ces produits, ça vient souvent s'achoper avec la plateforme qu'ils ont déjà mis en œuvre pour gérer leur politique d'achat. Et ça crée, si vous voulez, un biais cognitif qui fait que ça perd l'utilisateur. Nous, ce qu'on a comme approche aujourd'hui, c'est de dire on vous offre l'opportunité de trouver la solution de réemploi la plus valorisante ou la plus valorisée. Et donc, c'est plutôt le guichet unique du réemploi. C'est j'ai un produit, je ne sais pas quoi en faire, comment je vais pouvoir le valoriser en externe ou en interne. Ça, c'est l'approche qu'on a aujourd'hui. La volonté demain, c'est de dire, en fait, vous avez tous des produits que vous mutualisez en interne. Est-ce que vous seriez ouvert à le partager avec quelqu'un de proximité? Mais ça nécessite de passer une nouvelle étape. Parce que là, en interne, se dire, on travaille ensemble, j'accepte de prêter un équipement à quelqu'un ou de lui louer un équipement. Ça suppose aussi un risque, parce que s'il me le rend endommagé, comment ça se passe? Quand on est en interne, c'est quelque chose qui fonctionne. L'idée, c'est ensuite d'agréger des entreprises qui sont d'accord pour collaborer ensemble. Puis là, vous portez la vision très long terme, c'est-à-dire de dire à un moment pourquoi vous seriez prêt à vendre, mais pas prêt à acheter. Et ça, je pense qu'il faut, il faut que l'usage se mette en œuvre et que les collaborateurs deviennent moteurs aussi sur ce type de démarche. Et deuxième question. Ouais, parfait. Mais aussi, est-ce que le fait de visibiliser les gisements qu'ils ont en fait et qu'ils mettent à disposition, est-ce que tu as l'impression que ça joue sur peut-être leur niveau de production? Est-ce qu'ils sont en train de réfléchir à justement ajuster leur niveau de production pour réduire en fait ces invendus et ces surplus? Alors, la problématique des invendus est un peu particulière, puisque nous, on adresse à la fois des équipements de seconde main sur des entreprises qui disposent et qui sont amenées à renouveler du parc ou à déménager, et c'est souvent ces événements qui génèrent la mise en ligne des produits. Sur la problématique des invendus, je pense que les entreprises ont beaucoup évolué. Elles savent qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes et elles peuvent plus se permettre d'agir comme avant. On va dire qu'il y a eu un effet Amazon, puisque la loi AGEC, en tout cas sur la partie invendue, est en grande partie liée à Amazon et ça a généré du Amazon bashing en France, qui a été particulièrement suivi. Et encore aujourd'hui, Amazon en subit les conséquences. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit hors de question qu'on se fasse prendre. Et aujourd'hui, on ne peut plus agir comme on agissait avant. Nous, les clients qu'on accompagne sur des invendus, c'est majoritairement des clients qui flèchent ça vers du don.
mais du don très encadré, conventionné, avec des associations spécifiques. On n'a pas encore, sur la partie invendue, réussi à craquer le modèle de se dire on va pouvoir toujours revendre ces produits et leur offrir une seconde vie, parce qu'il y a un biais cognitif qui est de dire que en vendant un invendu, potentiellement, cet invendu va se retrouver en concurrence avec mes produits actuels et va finalement nuire à ma marque. Et donc, on a ce biais qui fait que les entreprises sont toujours pas prêtes à passer à cette étape-là. Elles sont prêtes à donner parce qu'elles y sont contraintes légalement. Par contre, elles ne sont pas prêtes effectivement à se dire on va les revendre pour pouvoir leur offrir une recommercialisation. Parce que quand je vois l'étendue de ce que vous faites entre les matériaux, les équipements, les invendus, des secteurs où vous activez et du périmètre territorial où vous voulez agir, en fait, vous n'avez qu'un choix, c'est d'arriver à être le plus gros possible pour générer cet effet de volume. Effectivement, tu as bien résumé. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille avec des grands groupes, parce qu'à l'échelle d'un grand groupe, c'est assez facile de structurer. Et après, c'est pour ça aussi qu'on se fait accompagner sur l'échelle territoriale. Si on s'associe à la CCI, par exemple, c'est parce qu'ils ont cette expertise d'accompagnement des entreprises à une échelle, à grande échelle. Et notre volonté, c'est vraiment ça, c'est de se dire comment on va arriver à embarquer au niveau Île-de-France l'ensemble des acteurs économiques pour les faire parler avec les acteurs associatifs et trouver des synergies d'économie circulaire. Acheteurs publics, vous en avez? Alors, les acheteurs publics, aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et alors, c'est marrant, mais moi, j'ai lu une statistique il n'y a pas longtemps qui dit que 78% des acheteurs publics n'ont pas été formés à la commande de seconde main. Pourtant, 20% des achats publics devraient être de la seconde main. Il y a un vrai biais. J'ai eu l'opportunité de me rendre au ministère la semaine dernière et d'échanger sur ce sujet. Les choses sont clairement pas au niveau de l'attendu et il y a pas mal de choses en termes de formation qui doivent encore être faites au niveau des acheteurs publics. La commande publique pourrait être un vrai levier pour démocratiser la seconde main. Faut-il encore qu'il y ait les produits en face dans des quantités satisfaisantes pour répondre aux besoins? Et souvent, c'est ça qui pose problème. On va avoir des propositions qui se veulent parcellaires avec des produits en unitaire qui ne correspondent pas à la possibilité d'avoir, je ne sais pas, je prends par exemple l'exemple dans le BTP, parce qu'on discutait il y a peu de temps avec Schneider, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir un certain volume pour pouvoir répondre à une commande de seconde main. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au moins 80 prises du même modèle, c'est compliqué de se dire qu'on va construire des immeubles si on n'est pas déjà capable d'unifier sur les plateaux. Voilà, il y a la même manière, si vous êtes amené, on travaille avec des hôtels, si vous êtes amené à proposer des produits à des hôtels, il faut que les chambres se ressemblent et par conséquent que les produits qui soient proposés se trouvent en quantité satisfaisante pour pouvoir orchestrer l'équipement de l'hôtel. Voilà, il n'est pas envisageable de faire du cas par cas. En tout cas, les process aujourd'hui sont très standardisés et donc on a besoin de répliquer à grande échelle le même modèle. Et le problème de l'économie circulaire, c'est que souvent, c'est de l'unitaire. Quand on voit les taux de réemploi dans le bâtiment et la construction, c'est exactement les problèmes que tu viens d'évoquer par rapport à ça. On n'a pas du tout parlé de logistique derrière, c'est-à-dire que vous faites l'intermédiaire. Qu'est-ce qui se passe en termes de stock, de flux, de transport? Qui gère quoi dans toutes ces solutions-là? Alors nous, on a ce qu'on appelle un TMS, Transport Management System, où on va venir connecter nos différents logisticiens. Et en fonction de la typologie de produits, donc il y a 3 typologies. On va avoir des colis, donc c'est des produits qui sont transportables dans un colis. On va avoir des palettes. Et ensuite, on va avoir du spécifique sur des produits volumineux. Sur les produits colis et palettes, on a des offres avec des transporteurs classiques. Alors, on va noter. Pas de problème. Et donc, on va avoir effectivement des offres avec des transporteurs classiques. On essaye au maximum d'avoir des transporteurs le plus verts possible. Aujourd'hui, je vais leur faire leur pub, même s'ils ne sont pas forcément très vertueux, mais DHL a une offre de compensation carbone sur le transport. Donc, ils nous garantissent la neutralité, mais on n'est pas sur du transport décarboné. Et on discute effectivement avec des entreprises pour essayer de trouver
la possibilité d'opérer uniquement du transport vert, mais c'est vraiment complexe. En tout cas, il n'y a pas aujourd'hui d'outils qui permettent de centraliser ce type d'offre. Et ça manque vraiment, et nous, on est à la recherche. Donc, si vous avez des idées là-dessus, on est preneur. En tout cas, aucun stockage. C'est-à-dire vous faites d'un point A à un point B en fonction de l'offre et la demande. C'est-à-dire que vous ne centralisez pas tous vos produits que vous avez. Alors non, on va opérer picking, livraison. D'accord, ok, super. Mais du coup, ça veut dire que la charge du stockage, elle est à l'acteur qui offre. Et du coup, ça, c'est aussi une des limites de ne pas avoir une plateforme de stockage en propre, j'imagine, non? Il y a certains échanges qui ne doivent pas se faire, non? Alors, Pour nous, des on n'a pas questions de temporalité, quoi. Nous, on n'a pas la vocation à stocker. On n'a pas non plus la vocation à toujours trouver une solution. Nous, on a la vocation à proposer, d'explorer différentes pistes de réemploi à un instant T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va proposer le produit sur une période donnée à la vente, ensuite sur une période donnée au don. Et si effectivement il n'y a pas de match, bah, à ce moment-là, on va considérer qu'ils sont en droit de recycler parce que personne n'était intéressé à l'instant T pour le produit. Effectivement, pour que l'économie circulaire puisse fonctionner à grande échelle, il y aurait la nécessité de stocker. Mais compte tenu de l'obsolescence, que ce soit une obsolescence cosmétique ou une obsolescence technique, il est difficile d'imaginer aujourd'hui, hormis dans le BTP ou sur certains matériaux, il serait possible d'envisager différemment les choses, mais il est difficile d'imaginer stocker à grande échelle des produits sans avoir la certitude d'être en capacité de les revaloriser. Puisque finalement, ce qu'on va faire, c'est uniquement détourner des flux de recyclage qui, de toute façon, finiront un jour au recyclage, avec des coûts supplémentaires qui seront liés au stockage. Et tu as une idée du temps moyen qu'un objet reste sur la plateforme avant qu'il trouve une solution? Alors nous, c'est 7 jours à la vente, 7 jours au don, et ensuite tu pars en recyclage. D'accord. Et après, si tu as effectivement une marque blanche qui te permet de le commercialiser en interne, ce qu'on préconise à nos clients, c'est 1 mois. Sur les participants, est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas traitées sur lesquelles vous voulez prendre la parole pour que Vincent revienne ou détaille un point supplémentaire? Je crois que Anne, tu voulais poser une question. Oui, c'était juste pour avoir un complément d'information, j'ai peut-être pas compris, mais du coup, vous êtes un peu effectivement comme Back Market, vous mettez en relation, mais c'est pas vous le vendeur en fait, ou vous achetez les produits, ou c'est en fait c'est une mise en relation. C'est ça, on est facilitateur, effectivement. D'accord, Nous, on va orchestrer une plateforme qui va favoriser le matchmaking entre d'accord, une offre et une demande. d'accord, ok. Et du coup, comment vous arrivez effectivement à être plus régional, parce que c'est un des enjeux futurs de finalement d'essayer de minimiser l'impact transport. Est-ce que ça va être assez compliqué finalement d'essayer quand même d'œuvrer régionalement, ou en tout cas de matcher pour que ça soit régional? Alors nous, aujourd'hui, on est dans une logique communautaire. On est en train d'agréger des communautés qui sont des communautés territoriales. On va avoir différentes échelles. On va avoir la ville, la communauté de communes, la métropole, la région, le département. Donc on a une granularité qui est différente. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir imbriquer l'ensemble des acteurs en fonction des communautés auxquelles ils adhèrent. Et on pense que c'est au travers de ces communautés que nos clients trouveront les produits de proximité demain. Donc, ça Et veut dire donc, que vous allez animer ces communautés, c'est vous qui finalement allez dire, par exemple, je sais pas, la communauté, moi je suis dans le Nord, la communauté, la métropole lilloise, ça sera une communauté, c'est ça? C'est vous qui allez dire, tous les clients feront partie de cette communauté? Ou c'est plutôt... alors, une communauté doit être l'idée par des acteurs territoriaux. D'accord. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la prétention à œuvrer à leur place. Et donc, c'est à eux de se charger du sujet. Souvent, ils sont mandatés pour le faire. Et donc, par conséquent, nous, on ne fait qu'apporter une solution digitale qui vient faciliter les interactions sur le territoire. Mais on n'a pas vocation à communiquer ou à orchestrer, si vous voulez, ces actions. Et c'est très clair, j'ai tout à fait compris. Merci. Alors, on va laisser la parole à Guillaume qui a levé la main. Guillaume? Oui, bonjour. Attends, j'essaie de mettre la caméra, c'est plus sympa quand même. J'avais une question très spécifique là sur les délais de don et réemploi. Tu parlais d'une semaine, ça me paraissait très court. Est-ce que c'est des délais plutôt liés aux demandes des clients qui veulent se débarrasser des trucs rapidement, ou est-ce que c'est des délais suffisants pour qu'il y ait réaction, enfin connaissant aussi le peu de réactivité des acteurs de l'ESS? Alors, en fait, sur notre plateforme,
Donc, je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Pourquoi nous, on a un engagement, c'est de trouver une solution rapide. Pourquoi on est sur des délais courts? Parce qu'effectivement, il y a la nécessité de rapidement arbitrer sur un produit. Si vous voulez accompagner les acteurs en leur disant je vais vous trouver une solution, mais sans durée déterminée, c'est complexe, si vous voulez. Parce que nous, on n'a pas prétention, encore une fois, à garantir de trouver une solution, mais à tout faire pour. On est sur une obligation de moyens et non pas sur une obligation de résultat. Et donc, un délai de 7 jours, ça nous permet d'envoyer plusieurs mails à l'ensemble des partenaires qui auraient indiqué un centre d'intérêt correspondant à votre produit. Et donc, si ces partenaires, effectivement, ne réagissent pas suite à ces différents mails, nous, on va considérer qu'il n'y a pas d'intérêt sur votre produit. Et donc, on va vous orienter vers l'étape d'après, qui est l'étape, si vous étiez sur de la vente, qui est l'étape de don. À ce moment-là, on va faire la même chose avec nos acteurs associatifs. On va les inciter à venir sur la plateforme pour venir acquérir votre produit. Aujourd'hui, on a un taux d'usage sur les acteurs associatifs qui est assez élevé, puisque il faut bien comprendre que aujourd'hui, on est la seule plateforme qui offre des dons en nature totalement gratuitement pour des associations. Ça ne coûte rien à une association, que ce soit la livraison du transport, c'est notre client qui la prend en charge, que ce soit l'accès à la plateforme, tout est gratuit pour eux. Et donc, à partir de là, ils ont tout intérêt à venir voir s'il n'y a pas quelque chose dont ils pourraient faire bénéficier leurs bénéficiaires. Donc, et on a régulièrement des produits, on va dire, de cosmétiques ou ce genre de choses qui sont très attractifs pour eux et qui peuvent leur permettre d'avoir une proposition de valeur pour leurs bénéficiaires de façon récurrente. Donc, il y a de l'appétence côté associatif. Et effectivement, on n'attend même pas 7 jours sur les associations. À partir du moment où on a les 3 refus, on sait déjà, alors ça dépend des typologies de produits, mais à partir du moment où il y a des refus d'associations, on sent déjà tout de suite le pouls. Si vous voulez, si vous prenez 10 refus dans la journée, vous savez que le produit, il y a très peu de chances qu'il trouve preneur au sein du réseau associatif. Aujourd'hui, on a 300 associations. On va dire qu'on a un taux d'engagement d'une vingtaine d'associations dans la première journée sur l'ensemble des lots proposés. Et donc, on sait très vite s'il y a un intérêt ou s'il n'y en a pas. Après, l'association, elle doit candidater, donc elle doit inscrire pourquoi elle a un intérêt à récupérer ce produit et qualifier l'usage qu'elle va en faire. Et donc, ensuite, les associations sont rankées par ordre d'arrivée et par impact. Donc, vous avez la possibilité, en fonction des filtres, d'optimiser la vision que vous en avez. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on va essayer de trouver la solution la plus rapide pour fluidifier tout ça. Parce que si demain, je vous dis, vous mettez le produit sur la plateforme, mais finalement, on va essayer de trouver une solution, il y a peu de gens qui vont se dire, c'est intéressant pour moi. Par contre, si vous dites au client, sous un délai très court, je vais te dire s'il y a une opportunité de vente, de don ou de recyclage, là, il est prêt à attendre si vous avez finalement timé ce délai. Et j'en Ouais, c'est profite. Oui, merci, ouais, très intéressant. Et j'en profite. Quel est votre modèle éco du coup? Alors nous, on a un modèle économique de SaaS. Donc, on a pour nos clients grands comptes marque blanche un setup. Donc, c'est des frais de mise en place. Donc, ça va dépendre du niveau d'intégration que souhaite avoir le client. Il y en a qui nous demandent de connecter leur SAP pour avoir une vision globale de leur stock. D'autres qui nous demandent d'intégrer uniquement le SSO pour que les collaborateurs puissent assez facilement se connecter. Voilà, on a différents niveaux de granularité. Et certains nous demandent même des développements spécifiques pour coller précisément à leur métier. Donc ça, c'est la partie mise en place. Et ensuite, on a un abonnement. Et ensuite, on prend une commission. On prend une commission sur l'ensemble des transactions. Que ce soit des transactions auprès du secteur commercial ou auprès du secteur associatif. La seule petite spécificité, c'est que la commission va s'appliquer à l'assiette de dons, puisqu'on a mandat de la part de nos associations pour fournir des reçus fiscaux liés aux dons en nature. Et donc, dans ce cadre-là, on va prendre une part, mais donc ce sera facturé à l'entreprise pour qu'elle puisse récupérer l'ensemble de la documentation qui lui permettra ensuite de bénéficier d'un reçu fiscal. Et donc, on fait toute la partie de déclaration avec les flux EDI à destination des impôts. Vous prenez une part de la déduction fiscale dont ils bénéficieront en donnant, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Mais c'est le même modèle que dans l'alimentaire, ce que vous connaissez comme Phoenix. avec Phoenix ou Togo. On est exactement sur le même principe. On va laisser une dernière question, parce que je vois le temps qui tourne. Eric, Eric Falès, tu voulais intervenir, poser une question?
Ah, Oui, Eric, il attend. Ah, vas-y. elle a déjà été répondue en fait. Finalement, je me posais la question sur le SAS, je trouvais ça intéressant. Parce que en fait, il y a un problème auquel vous êtes confronté. D'une part, on souhaite développer des échanges très locaux, simplement d'une dizaine de kilomètres. Ça a été émis par toi. Mais d'un autre côté, on est confronté à un problème, c'est le nombre de produits, quoi, la quantité de produits à amasser pour pouvoir permettre une économie circulaire, pour permettre une réutilisation. C'était l'exemple de Schneider, le nombre de Les prises chargeurs, le électriques, nombre, ouais. ouais, des prises électriques, qui peut être pas assez suffisant pour permettre un réemploi ou un reconditionnement. Donc je me demande justement si Circular Place est en fait pas trop grand et ne veut pas tout faire. Est-ce que c'est pas mieux d'être spécialisé, donc d'utiliser le même système, le système d'approche, mais en se spécialisant sur certains métiers ou sur certains flux de matériaux ou flux d'objets. Et en fait, il a répondu à la question parce qu'en fait, vous proposez en fait un système de SAS que vous permettez à d'autres entreprises de créer leur propre plateforme, mais d'après votre architecture. C'est ça. Notre approche se veut modulaire. Donc, en fait, on a aujourd'hui 40 modules et les entreprises peuvent choisir parmi ces 40 modules lesquels elles souhaitent proposer, en tout cas utiliser. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises qui ont fait le choix de se verticaliser et d'adresser un marché en spécifique. Nous, on a fait un choix différent. On pense que pour accompagner l'économie circulaire, il faut se présenter sous forme de guichet unique. L'idée, c'est dans une entreprise, si vous commencez à dire à un collaborateur, alors pour le mobilier, il faut aller sur la plateforme A, pour l'électronique, il faut aller sur la plateforme B, et pour tout ce qui va toucher au consommable, tu vas sur la plateforme C, je vais vous dire que vous l'avez déjà perdu. Si vous commencez à lui dire, alors on a une plateforme qui prend tout et potentiellement on va t'aider à trouver des solutions, ben là, il y a quand même quelque chose de plus pertinent. Nos clients, ils ont des produits qui se veulent très hétérogènes. Et donc, pour nous, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt d'accompagner nos clients sur leur métier, plutôt que d'avoir une approche verticalisée. On est finalement assez verticalisé parce qu'on a des typologies de produits qui sont récurrentes. Souvent, on a beaucoup de mobilier sur la plateforme. Je crois que ça représente 40% de nos flux aujourd'hui, la partie mobilier. On a beaucoup d'invendus aussi. Ça représente une trentaine de pourcents de nos flux. Donc, vous voyez, il y a déjà des choses qui sont quand même assez massifiées. Le point étant de se dire que si demain, on veut pouvoir adresser des marchés beaucoup plus larges et toucher à l'échelle du territoire l'ensemble des acteurs, on ne peut pas se permettre d'être verticalisé parce que sinon, on sera toujours dans une case et on correspondra uniquement à un besoin. L'idée, c'est vraiment de se dire comment, de façon large, on peut offrir une solution pour tout type de produit à l'ensemble des acteurs économiques et associatifs de manière à fédérer tout le monde sur un outil. Et ça, c'est la vision qu'on porte. C'est comment, à terme, arriver à avoir une plateforme centralisée qui facilite les échanges. Je vois le temps qui tourne, Vincent. Je te propose de finir en t'adressant trois souhaits. Un pour Circular Place, un personnel et un pour la société en général. Là, on est en phase où on va se souhaiter des vœux. Quels seraient tes trois souhaits pour cette année qui vient? Alors pour Circular Place, on a de gros enjeux sur 2024 parce qu'on a effectivement le programme JO qui va nous accaparer une grande partie de l'année. Le souhait que je nous ferais, c'est de trouver preneur pour nos 700 000 équipements. Ça, ce serait l'idéal pour nous. Voilà. Non, mais il y a beaucoup à faire. Et puis, ce serait super si on pouvait avoir cette belle histoire de dire que l'ensemble des produits ont trouvé preneur. Le souhait que je me ferais à titre personnel, ce serait de continuer à profiter pleinement de cette aventure et de continuer à découvrir de belles initiatives et de belles personnes. Puisqu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Dans l'économie circulaire, on a quand même énormément d'acteurs engagés, inspirants. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les différents métiers ou dans les différentes industries dans lesquelles j'ai pu travailler. Et donc, je suis content d'évoluer dans un secteur qui se veut très bienveillant. Et on ne parle pas de compétition. Je voyais tout à l'heure quelqu'un parler de MyTruck. C'est une super boîte. Les filles font un truc extraordinaire. Et je vous invite à les soutenir. On n'est pas dans la compétition, véritablement. On est dans la compétition. Et il y a tellement à faire dans l'impact. On pense que
ben, quoi qu'il arrive, c'est super que tout le monde puisse s'investir et on a chacun à trouver notre place. Donc ça, c'est aussi une spécificité de ce secteur, je crois, qui est différente par rapport à d'autres où on est tout le temps dans la confrontation. Là, ce n'est pas du tout le cas et on est même dans l'entraide. On a même soutenu des boîtes qui pourraient être aujourd'hui considérées comme des concurrents, mais à aucun moment on s'est posé la question de savoir si c'était bien ou non de le faire. On l'a fait parce qu'on pensait que c'était utile. Le reste, je souhaiterais plutôt pour nous tous que l'économie circulaire se développe à grande échelle, qu'il y ait une prise de conscience sur la nécessité de changer de paradigme. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. J'écoutais Brune Poisson à tes côtés pas plus tard que la semaine dernière qui nous disait que les choses avançaient malheureusement trop lentement par rapport à la nécessité écologique. Et voilà, je fais le souhait que les pouvoirs publics communiquent davantage sur la notion de réemploi, qu'il y ait cette nécessité qui soit renforcée à l'échelle européenne et et qu'on arrive à basculer vers un monde plus soutenable et qu'on sorte de cette consommation frénétique. On est bien d'accord. Beau message en fin d'année. Vincent, un très, très, très grand merci de ce partage. On souhaite un succès énorme à Circular Place. J'espère que tous les gens qui ont participé à ce Lunch and Learn seront des relais. On est bien placé pour faire des relais là-dessus parce qu'on n'arrête pas de parler d'initiatives et de belles initiatives, donc le portera. Encore un grand merci. À bientôt. Et merci beaucoup. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire très facilement à vincent@circularplace.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Avec grand plaisir. Un grand merci à tous. Et bonne fête de fin d'année à tous. À très bientôt. Merci. Belle journée. Merci. Au revoir.